La République démocratique du Congo se dote d'un nouveau gouvernement 6 mois après les élections. Et oui, cette équipe gouvernementale, sous la conduite de Judith Souminois, a été publiée aux petites heures de ce mercredi. Alors, quelles sont les attentes, les défis et les priorités de cette équipe gouvernementale? Madame, Monsieur, on va aussi parler des récentes déclarations de William Ruto. Vous le savez, c'est le président du Kenya qui avait été reçu récemment par Joe Biden à la Maison Blanche. Et sur ce plateau, nous avons un acteur politique, analyste politique également, Eri Massimbo. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste, c'est Joseph Foutila. Alors, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Première question. Ouais. Quelles sont vos impressions, vos avis par rapport à la nouvelle équipe gouvernementale qui sera bien entendu conduite par Judith Souminois? D'accord. Merci beaucoup pour la parole et pour la pertinence de votre question. Je commence d'abord par remercier le chef de l'État. J'aime bien l'appeler le cuisinier national, pour la promesse qu'il avait faite lors des élections à nos frères Né-Congo, quand il était là-bas, de pouvoir nommer un ministre Né-Congo à la tête de son gouvernement. Chose promise, chose faite. On avait eu Madame Judith Souminois Tuluka à la tête de ce gouvernement. Et aussi pour son leadership et son management en tant que champion de la masculinité positive, parce qu'il faut le dire, en nommant une première ministre à la tête de ce gouvernement, c'est pour la première fois dans notre pays. Et aussi avoir plus de 40% des femmes ministres au sein d'un gouvernement, c'est aussi la première fois pour notre pays. Donc nous disons merci au champion de la masculinité positive, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ses actes de bravoure et aussi pour sa vision et son leadership en tant que le premier de tous les Congolais qui conduit ces pays vers son bonheur. Et je suis très optimiste par rapport au nombre d'abord du gouvernement, à la taille du gouvernement et aussi par rapport au profil de chacun des ministres qui ont été promis. Alors que d'autres pensent que le pays est en pleine crise et qu'il fallait chercher des chevronnés. Bon, des chevronnés, je ne sais pas, des chevronnés dans quel ministère, dans quel domaine, des chevronnés toujours dans le ministère. Si vous voulez des chevronnés toujours dans le ministère, nous avons Jean-Lucien Boussa, qui est un chevronné dans le terme des ministères. Depuis 2016. Depuis 2016, voilà. Donc, c'est les plus doyens des ministres. Vous avez les autres ministres dont les noms ont été comme Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba, et Memboji, Julien Paloukou, et tant d'autres aussi. Ils sont plus de 15, je crois, donc, qui ont été reconduits. Donc, c'est aussi des ministres qui sont chevronnés. Mais ici, nous voulons des gens plutôt qui ont une grande compétence, une très grande capacité d'adaptation et aussi les gens qui ont compris la vision du chef de l'État et ce que le chef d'État veut réellement dans le cadre de son deuxième quinquennat qui se base sur les 6 piliers qu'il avait déroulés lors de sa campagne électorale à sa population, qui est aussi sa base naturelle. Donc, nous croyons que c'est tête que le chef de l'État sur proposition de la première ministre, Madame Judith Souminois, qu'il a donné à la population, vont rendre l'établi au chef de l'État, comme vous le savez, vont lui rendre l'ascenseur, comme vous le savez, le chef d'État les a donné la confiance. Alors, eux aussi, ils sont censés pouvoir lui rendre cela avec un travail acharné pour donner à la population ce que la population attend réellement de ces gouvernements. Alors, l'un des défis majeurs, si pas la priorité, c'est la sécurité dans l'Est. Est-ce que les faits de permuter Jean-Pierre Bemba, qui semblait maîtriser les rouages de la situation sécuritaire dans notre pays, n'est pas une façon de revenir à la case des départs?
En fait, plus d'une personne voudrait avoir Jean-Pierre Bemba à la tête de ces ministères, comme vous l'aviez dit, parce que nous avons sondé l'opinion publique, même dans des taxis, sur la rue, dans les réseaux sociaux. Nous avons vu plus d'une personne voudrait revoir Jean-Pierre Bemba à la tête de ces ministères. Vous savez, dans les nominations, c'est le chef d'État qui juge l'opportunité et la nécessité de pouvoir confier tel département à tel autre ministre et tel autre département à tel autre ministre. Je crois que Jean-Pierre Bemba a bâti un travail de qualité au sein de ces ministères et jusqu'au point où notre armée, avec la volonté de chef d'État, est montée en puissance. Nous l'avions suivi depuis la semaine passée. Notre armée a commencé à récupérer ou à reconquérir certaines zones qui étaient sous contrôle de l'armée rwandaise et des terroristes de 1-23. Et aujourd'hui, le chef d'État a jugé bon que M. Jean-Pierre Bemba puisse être affecté au ministère du Transport et des Enclavements et de confier ces ministères de la Défense à une personne qui est des fois peut-être, qui peut être inconnue de l'opinion, mais qui est un proche qui a toujours rendu des loyaux services à la nation. Et aujourd'hui, on lui confie le ministère de la Défense. Nous croyons que la personne de Guy Kabongo Mwadianvita sera à la hauteur de relever les défis comme Jean-Pierre Bemba a travaillé. Parce que je crois, lors de remise et reprise, le ministre, M. Jean-Pierre Bemba, va devoir présenter le travail qu'il a bâti, à quel niveau il s'est arrêté, et lui, il va reprendre le travail là où Jean-Pierre Bemba a assez limité, et il va aussi apporter une touche nouvelle par rapport à ces domaines. Parce que est-ce qu'il ne va pas d'abord commencer par apprendre les systèmes, comprendre d'abord les systèmes? Non, je ne crois pas, parce que c'est quelqu'un qui est routinier en fait dans le rouage des institutions de l'État. C'est quelqu'un aussi qui a un peu la maîtrise de l'administration et de notre système de fonctionnement. Donc, il va apprendre, bien sûr, nous ne cessons d'apprendre parce que nous sommes des humains. C'est un domaine, c'est un secteur où il vient à peine de commencer, mais je crois dans son entourage, il y aura des personnes qui vont essayer de l'accompagner afin que son mandat puisse être un succès et que la sécurité puisse être renforcée dans toute l'étendue de notre territoire, et aussi que nos forces de sécurité et de défense puissent reprendre toutes les zones qui sont sous contrôle de l'armée rwandaise et des terroristes du 1-23. Que peut-on attendre de ce gouvernement, de cette équipe gouvernementale? En fait, je crois certainement, comme la première ministre elle-même a souligné, le gouvernement doit d'abord commencer par un recyclage. Ils vont aller en atelier de formation et de renforcement des capacités. Et quand je vois des figures comme le professeur Mukoko Samba, qui fait partie de l'école des méritocrates, donc je crois qu'il y a de quoi voir un peu des lueurs de l'espoir par rapport au secteur, par exemple, de l'économie. Parce qu'il faut le dire, notre économie a souffert de plus de 60 ans des maladies d'instabilité des prix et des prix qui sont galopants dans le marché. Quand le prix augmente, on n'a jamais assisté à la baisse du prix. Je crois que le professeur Mukoko Samba, qui fait partie de l'école des méritocrates, va devoir mettre tout en œuvre pour que ce n'est pas la première fois qu'il soit ministre dans ce pays. Bien évidemment, pour que la ménagère puisse constater réellement dans son panier, il y a du changement. Vous avez bien dit, ce n'est pas la première fois qu'il soit ministre. Il était VPM à l'époque de Kabila. Il a travaillé avec Matata comme VPM en charge du budget. Dans le budget, c'est purement très technique. Et ici, l'économie, c'est technique et c'est aussi pratique. Donc, les résultats sont censés être constatés par la population. Voilà. Donc, ce sont des secteurs largement différents. Et nous croyons que Madame Judith Soumino Tuluka, qui a déjà d'ailleurs travaillé avec M. Mukoko Samba, à l'époque, Madame Soumino a travaillé dans les cabinets de M. Mukoko Samba comme experte. Donc, vous voyez un peu ce que la vie peut nous révéler deux fois. Alors, aujourd'hui, quoi de plus normal que c'est lui qui l'a dirigé puisse la diriger. C'est une fierté.
Avant de parler de William Ruto, êtes-vous satisfait du quota réservé à la jeunesse? En fait, la jeunesse, c'est tout un tout dans tout. L'état d'esprit, c'est aussi l'âge, en fait. Je crois fermement, par exemple, le ministre ici, le ministre de l'énergie, en fait, qui vient comme DGA de la SNEL. C'est aussi un jeune. C'est aussi un jeune car je respecte beaucoup, c'est un professeur. Donc, il y a des jeunes qui vont toutefois se démarquer. Moïse Nozangi, c'est aussi un jeune. Donc, c'est pas un vieux. De toute façon, la jeunesse, c'est un état d'esprit, c'est aussi l'âge. Mais vous pouvez avoir un jeune. Il est jeune, mais il a un esprit vieux, mais un vieux qui a un esprit jeune. La jeunesse, c'est plus dans le secteur de la gestion des gestions publiques, c'est l'innovation. C'est répondre aux besoins de la population et répondre réellement aux attentes de la population. Parce que vous soyez jeune ou vieux, ce n'est pas cela qui fait de vous une personne appropriée pour pouvoir répondre aux besoins de la population. Mais c'est votre compétence, c'est votre leadership et c'est votre capacité de pouvoir trouver des solutions aux problèmes de la population. C'est cela un esprit jeune pour moi. Qu'est-ce que ce gouvernement doit faire de ce que Sama Lukonde n'avait pas pu faire? En fait, il y a beaucoup par rapport à mes analyses, il y a beaucoup à faire. Vous savez, avec Sama, sans pour autant critiquer son gouvernement, dont je me réserve les droits de le faire, c'est plus un gouvernement, dans la plupart des cas, qui s'était caractérisé comme un gouvernement des ministres et commissionnaires plutôt que des ministres qui sont censés apporter des solutions aux problèmes de la population. Vous savez, prenons par exemple le ministère des hydrocarbures. C'est un ministère qui est censé apporter des solutions aux problèmes qui sont liés à notre énergie, notamment les carburants, le fuel, quoi, en général. Et la RDC a cette capacité de pouvoir exploiter ces hydrocarbures et produire son propre carburant. Mais pendant tous ces temps, qu'est-ce que le ministre a fait? Rien. Il a plutôt négocié les contrats que le gouvernement a avec les pétroliers pour le manque à gagner. Et cela, ça n'a pas donné des résultats escomptés. Alors que nous savons tous que l'entreprise Perenco a un contrat avec l'État congolais de pouvoir verser 40% de sa production brute à l'État congolais pour que cela puisse répondre aux besoins locaux. Et ces 40% bruts doivent être traités par la SOCIR. Et SOCIR aujourd'hui, pour sa relance, ça nous demande plus de 90 millions d'euros. Alors que notre gouvernement verse comme manque à gagner aux pétroliers plus de 300 millions par an. Pendant ce temps, SOCIR n'a besoin que de 90 millions d'euros pour qu'il puisse nous produire un carburant de qualité. Donc, on préfère aller négocier les prix avec les pétroliers plutôt que produire notre propre pétrole. Vous voyez, donc c'est dans ce sens-là que moi j'ai toujours... C'est un ministre négociant plutôt. Bien que sortant, le ministre Boudimbo était au courant de ça, de cette réalité que vous relevez tout à l'heure. Bien évidemment, je crois certainement. Pourquoi? Parce que c'est un ministre du secteur. Quand vous venez dans un secteur, qu'est-ce que vous faites? D'abord, il faut connaître les secteurs. En prendre connaissance comment ça fonctionne et quelles sont les solutions que vous voulez apporter par rapport à votre secteur. Je crois aujourd'hui, Madame la Première ministre, l'Excellence Souminoa Tuluka, doit faire signer des cahiers de charges, des engagements que chaque ministre doit prendre par rapport à son secteur d'activité. Par exemple, dans 3 ou dans 6 mois, voilà ce que je vais réaliser. Et avec l'accompagnement de la Première ministre et du président de la République lui-même, les cuisines nationales, je crois qu'ils vont atteindre les résultats escomptés. Mais au cas contraire, si les ministres ne signent pas des actes d'engagement pour que dans tel délai qu'ils puissent atteindre telle performance ou telle autre performance, je crois que en fait, il n'y aura pas de quoi répondre aux attentes de la population. Surtout qu'il y a comme ballon d'essai
le projet de révision ou changement de la Constitution. Bien évidemment. Et donc, il faut convaincre cette population hein, dans la première année qui va suivre afin de pouvoir nous ingurgiter ces projets de constitution. Bien évidemment, je crois vraiment que ces gouvernements comme disent les Français, le pain sur la planche pour pouvoir travailler. Prenons par exemple le ministère de l'Agriculture ou de l'Industrie. Mais c'est un ministère, ou de la pêche plutôt, c'est un ministère qui doit travailler d'arrache-pied pour pouvoir donner ou nous construire une industrie de la pêcherie. Parce que nous avons la capacité, nous avons des fleuves, nous avons des lacs, nous avons l'océan. D'ailleurs que nous n'exploitons même pas. Mais quoi de plus normal que nous puissions produire nos propres poissons? Au lieu d'aller acheter à Zimbabwe, à la Namibie là-bas, dont nous savons tous la fameuse contrat de plus de 250 millions. Pendant qu'un charlitier nous coûte moins d'1 million de dollars. Avec 20 millions, 30 millions, on peut monter une industrie de poissonnerie ici, dans notre propre pays. Le ministère de l'Agriculture. Mais ce sont des ministères clés. On ne peut pas toujours continuer à négocier le prix des maïs en Zambie. Alors que nous avons plus de 80 millions d'hectares arables. Donc, cela veut dire, sans engrais, si vous plantez au Congo, ça va pousser. Voilà, l'économie est toujours extravertie, raison pour laquelle vous avez les taux de dollars qui montent à tout bout de champ. Voilà, donc parce que nous ne produisons pas. Au moment où vous ne produisez pas, vous êtes censé aller acheter ailleurs. Et on peut acheter ailleurs avec les devises. Voilà. Alors, très bien. Un autre chapitre à présent. Est-ce que le M23 est un mouvement congolais, comme le dit William Ruto? Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'en un seul instant, le M23, c'est un mouvement rebelle congolais. Je n'ai jamais cru à cette thèse-là. Et la thèse de Banyamulenge congolais, ça n'a jamais existé pour moi. En tant qu'un scientifique, ça n'existe pas. C'est un montage du 21e siècle pour moi. Parce que depuis l'histoire du Congo, jusqu'à ces jours, bon, jusqu'à l'entrée de la FDL, il faut se le dire, il n'y a pas eu de revendications Banyamulenge. D'accord? Comment, après la prise du pouvoir par l'AFDEL et l'assassinat de Mosée Laurent Désiré Kabila, on puisse nous monter des histoires comme quoi revendication de la minorité. Si tel est le cas, prenons l'hypothèse où c'est le cas, les Banyamulenge sont des Congolais. Est-ce que c'est la seule minorité que nous avons ici au pays? Que dire des Pygmées? Parce que si aujourd'hui, Azarias Rouberois se prétend comme un Banyamulenge, Moïse Nyabogabou se prétend comme un Banyamulenge, mais ils ont y assigné des postes importants dans ces pays. Dis-moi un seul pygmée que vous connaissez qu'il a été ministre ou DG ou mandataire public quelque part. Est-ce que cette minorité-là n'a pas de droits à réclamer? Qui est cette tribu qui est majoritaire ici dans ces pays? Il n'y en a pas. Il n'y a pas une tribu qui est majoritaire. Tout le monde est minoritaire. Mais nous sommes tous, nous constituons tous une minorité en tant une majorité en tant que Congolais. Et on ne peut pas, si vous êtes réellement des Congolais, vous ne pouvez pas venir prendre des armes et réclamer votre appartenance au Congo. Alors, ce que vous dites, vous contredisez le chef de l'État. Non, loin de moi, en fait, loin de moi l'idée de pouvoir contenir le chef de l'État, mais si je prends ma casquette en tant que scientifique, d'accord? Moi, je l'ai dit toujours, la solution au problème à l'est du pays par rapport à toutes ces revendications, ces réclamations de la minorité soi-disant que ce soit, la réponse est aussi militaire que scientifique. Parce que si vous dites aujourd'hui que vous appartenez au Congo, mais vous devez prouver. Mais si vous êtes incapable de pouvoir le prouver, mais l'État congolais doit prendre la responsabilité de pouvoir le prouver en tant que, à travers la recherche, à travers la science. On peut mener des recherches archéologiques, anthropologiques, pour pouvoir
chercher réellement à découvrir est-ce les soi-disant Tutsis congolais aujourd'hui, qui prétendent être des Congolais, sont réellement Congolais, ont réellement habité au Congo de telle année à telle année. Les disciplines scientifiques comme l'archéologie, accompagnées avec l'anthropologie et l'histoire et aussi la sociologie, ça peut nous donner des réponses à toutes ces questions. Parce qu'on peut faire des fouilles, grâce à des fouilles archéologiques, accompagnées avec les analyses anthropologiques, on peut déterminer que tel os, ça appartenait à telle tribu, en telle année, cet os a été enterré ici et cette tribu a évolué de telle année à telle année dans tel espace jusqu'à tel espace. Avec la science, on peut le prouver. Donc aujourd'hui, s'il faut contredire cette thèse de la communauté internationale et cette thèse rwandaise, il faut aussi aller avec des éléments scientifiques pour les prouver dans les concerts des nations. On ne peut pas seulement venir avec des discours politiques et aussi activer l'aspect militaire, mais aussi il faut venir avec la thèse scientifique pour prouver réellement que les soi-disant Tutsis congolais, un montage du XXIe siècle, que ça n'a jamais appartenu au Congo, mais plutôt au Rwanda. William Ruto dit que le M23 est un mouvement congolais. Non seulement qu'il l'ait dit, mais il se base sur une réponse d'un officiel congolais au cours d'une réunion entre chefs d'État. Comment répondez-vous? C'est ce que des discours politiques. C'est là que je dis à chaque fois que les politiques tiennent les discours doivent avoir comme sous-bassement les recherches scientifiques. Parce qu'avec la science, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous pouvez vous tromper, bien sûr, avec des petites erreurs. Mais la grande majorité, ça sera toujours la vérité. Parce que la science, c'est la science qui nous amène la vérité. Quand vous parlez des Ruto, mais messieurs les journalistes, Joseph Foutila, qui est monsieur Ruto? C'est ce monsieur Ruto qui avait traité des Congolais de fainéants, d'un peuple non travailleur. C'est ce même Ruto qui avait dit que comme les Congolais savent que danser et chanter et boire, nous allons produire le maïs et les riz pour aller les revendre. Comme le fait la Zambie actuellement. Hein? Qui est Ruto aujourd'hui? Je crois que c'est aussi une interpellation. Hormis l'aspect, la minimisation ou de la manière, les dénigrements ou les sous-estimations de l'homme congolais, c'est aussi une interpellation de la part de ceux qui nous gouvernent aujourd'hui. Voilà. Parce qu'un président comme Ruto, qui est ce Ruto? On n'a pas oublié que c'est ces mêmes Ruto qui avaient envoyé ses forces ici dans le cadre de la coopération des États d'Afrique de l'Est et c'est l'un des commandants qui était chargé des opérations. Mais qu'est-ce qu'il avait fait pour mettre fin à cette guerre? Rien, c'était un commandant qui était démissionnaire. D'ailleurs, le premier avait démissionné, les charges des opérations. C'est les commandants dont le chef d'État avait reproché de l'inaction. Donc, à travers ces discours de Ruto, on peut comprendre que Ruto est dans cette mésaventure avec les Rwandais. On ne peut pas oublier que c'est Ruto qui accueille aujourd'hui des terroristes congolais. Des gens qui tuent, violent, pillent les Congos, ont comme arrière-pays le Kenya et l'Ouganda. Parce que la sortie officielle des mouvements Alliance Fève Congo machin, avec Nanga qui est un recruté, hein, d'accord, qui est un recruté de Kigali. Ça s'est fait où? Ça s'est fait à Nairobi. Et ça s'est fait en violation de tous les accords. Mais pas en complicité avec William Ruto. Régional et sous-régional. Mais pas en complicité avec William Ruto. Mais au moment où Ruto accueille ces mouvements dans son pays, on peut dire que, devrait-nous dire que les renseignements kenyans n'étaient pas au courant de cela? Devons-nous dire cela? Non. En fait, Ruto, il devrait tenir ces discours-là pour négocier aussi sa visite d'État aux États-Unis. Il devrait tenir ces discours. Parce que nous savons tous que les lobbies rwandais ont leur siège à Washington. Et la visite d'État du président Ruto n'a pas été programmée, comme toutes les autres visites d'État à la Maison-Blanche.
Vous ne pouvez pas dire ça a été pris d'arrache-pied. Vous ne pouvez pas dire que le Rwanda constitue aujourd'hui une antichambre de la Maison-Blanche. Mais par rapport au plan que les démocrates avaient conçu, aujourd'hui, le Rwanda a un mot à dire. Pour tout les lobbies rwandais, pas les Rwanda comme État, mais les lobbies rwandais constituent une force aujourd'hui au sein des partis des démocrates. Les lobbies rwandais constituent une force aujourd'hui. Pourquoi? Parce que toutes ces multinationales-là, qui constituent ces lobbies-là, ont les regards visés sur les minéraux qu'exploitent de manière illicite les Rwandais. Et ces minéraux servent à l'économie américaine et aux industries américaines et à la recherche aérospatiale américaine. Et aussi avec la nouvelle technologie que nous avons aujourd'hui, et les minéraux qui sont puisés en RDC de manière illégale sont transférés vers les États-Unis. Et c'est là qu'elle s'est exploitée. Et aussi en France et en Angleterre, à travers toutes ces multinationales. Est-ce qu'une simple déclaration de Ruto peut aujourd'hui faire de lui le chouchou de John Biden? Il faut se le dire, monsieur le journaliste Joseph Foutila, qu'aujourd'hui, la politique étrangère américaine au sein de la sous-région des Grands Lacs est en train de changer. Okay. Parce que même Kagame, après l'avoir cissé comme un orange, il n'a plus aujourd'hui de jus et il commence à être rejeté. Ce qui s'est fait avec Ruto, sa réception et tout ce qui était organisé lors de sa visite d'État à Washington, cela nous pousse à dire en tant qu'analyste que le Rwanda a perdu son leadership américain au sein de la sous-région. Okay. Parce que vous n'êtes sans ignorer comme moi que aujourd'hui les enquêtes déclenchées par le groupe des journalistes avec le média international et la radio France internationale, tout ça, par rapport à toutes les violations des droits de l'homme et au restreint, à la restriction de la liberté, de la presse et tout qui s'est fait au Rwanda. Donc, et comme toutes les voix commencent maintenant à dénoncer cela, les Rwandais commencent à perdre pédale au vu de la communauté internationale et sur la scène politique internationale. Parce qu'il faut se le dire, aujourd'hui, Kagame va totaliser 24 ans au pouvoir sans être dérangé. Et parmi tant de partis politiques d'opposition qu'il y a, il n'y a qu'un seul parti politique qui est autorisé à pouvoir postuler à la présidentielle. Et à chaque fois que M. Kagame se présente, il remporte toujours les élections avec plus de 90% de voix. Bon, puisqu'il a encore l'adhésion de sa population. Hein. Non. Dans une démocratie, on ne peut pas... D'abord, quand vous restreindrez l'espace politique et les voix des médias au sein de votre pays, mais vous êtes même en dehors des valeurs que prône l'Occident. Mais moi, je comprends. En fait, vous voyez à quel niveau les richesses pillées au Congo peuvent aveugler les Occidentaux. Donc, quelqu'un qui travaille, qui n'est pas dans leur philosophie, mais parce qu'il leur sert des vaches à lait, et les laits qui sont puisés au Congo, ils peuvent fermer les yeux par rapport à toutes ces bavures. Dernière question, puisque nous devons terminer. Pensez-vous, comme lui, Ruto, que la solution à la crise dans l'Est de la RDC doit passer par les dialogues? Si il peut y avoir ces dialogues-là, c'est d'abord, il faut que nous puissions reconquérir et sécuriser nos frontières. Que nous puissions bouter hors état de nuire la force de nuisance qui est la force rwandaise. Parce que même avec les M23, soi-disant mouvement congolais, mais tous ces dirigeants, tous ces militaires-là ne sont pas des Congolais. Emmanuel Zira Makenga Rosandiza, Emmanuel Soutan, que les Congolais disent Makenga. Mais c'était un Rwandais dont les parents ont traversé, avaient fui le génocide de 1965, 62 à 65. Qui est aujourd'hui à la tête qui était venu pour s'installer à Massissi. Hein? Et c'est là que Makenga est né. Et après la création de FPR,
par Kagame, tous les Rwandais qui habitaient les Grands Kivu ont été recrutés pour aller rejoindre les FPR. Et ils ont combattu le régime d'Abiyarimana jusqu'à arriver à assassiner Abiyarimana et le président cyprien, un président burundais. C'est Kagame qui est l'assassin. C'est Kagame qui est la cause des génocides de juillet-août 1994. C'est Kagame. Parce que pendant que les accords d'Arusha étaient signés, étaient mis sur la table et en pleine exécution, et que son armée et lui étaient déjà à Kigali, où ils avaient déjà leur siège des FPR, ils ne pouvaient pas assassiner le président Abiyarimana et le président Ziriamana du Burundi. Ils ne pouvaient pas le faire. L'auteur de l'assassinat et l'auteur du génocide rwandais, c'est bien Paul Kagame. Il faut se le dire d'ailleurs, monsieur Josué, tous les Hutus qui sont aujourd'hui emprisonnés, maltraités, tués comme des mouches, c'est fait par Paul Kagame. Et personne ne les dénonce aujourd'hui. Allez visiter les prisons du Rwanda. Vous serez étonné par le nombre exponentiel des prisonniers Hutus plutôt que Tutsi. Vous serez étonné. Donc, Makenga, Laurent Kunda, ce sont des Rwandais qui sont recrutés, pris au Rwanda, qui ont servi au sein de FPR, qui ont tenté des actions de renversement des régimes de Paul Kagame, qui ont été emprisonnés par Paul Kagame, et pour servir les intérêts de Paul Kagame les prend et les enrôle certains enfants Tutsi rwandais qui habitaient dans le Grand Kivu. Et aujourd'hui, ils mènent une guerre contre le Congo, leur pays d'accueil. Conclusion, nous devons terminer. Le M23 est un mouvement rwandais. Le M23 est un mouvement purement rwandais. Et la solution, ce n'est pas seulement militaire, il faut aussi une solution scientifique pour enlever toutes les ondes d'ombre par rapport à cette question. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Eri Massimbo, d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci. Je précise qu'au-delà de votre activisme politique, vous avez aussi un intérêt particulier. Vous menez des études sur cette question d'agression rwandaise. Bien évidemment. Et ce qui fait de vous aujourd'hui un grand attaquant contre Paul Kagame. Non, je ne suis pas attaquant contre Paul Kagame, mais je suis défenseur de ma patrie. Très bien. Madame, Messieurs, c'était un réel plaisir de passer ce moment patriotique avec vous. À nos populations, nos compatriotes de l'Est qui souffrent de cette agression rwandaise, nous sommes de cœur avec vous. Vivez heureux, vivez longtemps, vivez 100 ans. Merci beaucoup.